Bonjour à tous, je vous propose de commencer ce webinaire puisqu'il est 14 heures presque 5. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau webinaire organisé par le CNPA et qui sera consacré aujourd'hui aux dernières évolutions à connaître en matière de FNE formation, plan de développement des compétences et dispositif PROA. Je me présente, je suis Lionel Labo-Orsini, juriste expert au sein de la direction des relations sociales du CNPA, en charge notamment des problématiques d'emploi et de formation. Je ne suis pas tout seul pour vous décrire ces nouvelles modalités, puisque je suis accompagné de Rachid Hanifi. Bonjour Rachid, qui est le directeur général adjoint de l'Opcomobilité, en charge notamment de la branche des services de l'automobile. Rachid, je te laisse te présenter en quelques mots, s'il te plaît. Oui, bonjour. Donc, je suis Rachid Hanifi, je suis le directeur général adjoint de l'Opco Mobilité en charge des branches automobile, ferroviaire et urbain. Et j'ai notamment en charge la mobilisation de l'enveloppe FNE pour les entreprises qui relèvent effectivement de la branche de la mobilité. Merci, merci Rachid. Donc, une nouvelle fois, bonjour à toutes et à tous. Le programme de ce webinaire qui devrait durer entre 45 et 50 minutes est le suivant, c'est de vous décrire et de vous informer du mieux possible sur les différents dispositifs mobilisables pour vos entreprises, à savoir donc le FNE Formation version du 7 septembre 2021, le plan de développement des compétences avec les nouvelles modalités de prise en charge et le dispositif PROA qui est amené également à évoluer. C'est donc de vous donner les clés pour vous permettre de développer les compétences de vos salariés et également d'interagir avec vous via le chat. N'hésitez pas donc à nous poser vos questions via le chat. On essaiera d'y répondre en direct et si par extraordinaire nous n'avions pas le temps, nous y répondrons ultérieurement. Le FNE Formation, vous le savez, c'est le Fonds national de l'emploi pour la formation qui a pour objectif donc de favoriser le maintien dans l'emploi via l'acquisition de compétences, via des actions de formation et des parcours de formation. Ce dispositif, vous le voyez à l'écran, est à la fois un outil de crise et un outil de relance. Ce dispositif était peu connu du grand public avant la crise sanitaire et depuis mars et avril 2020, les pouvoirs publics ont mobilisé ce dispositif pour aider les entreprises à faire face aux conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire. Dans un premier temps, les pouvoirs publics, le ministère du Travail, a élaboré une instruction en avril 2020 qui est venu déroger au droit commun en matière de FNE formation. C'était l'acte 1, si je puis dire, du FNE formation, un dispositif d'urgence mobilisable pour les entreprises dans le cadre de la crise sanitaire. Puis est venu l'acte 2 du FNE formation en janvier 2021 avec un paramétrage de ce dispositif modifié, avec un élargissement de son accès pour les entreprises et avec des modalités de prise en charge modifiées qui ont évolué au cours du temps. Et puis, il y a l'acte 3 du FNE Formation, un outil de relance de l'économie. En tout cas, c'est la volonté des pouvoirs publics actuellement, puisque le Premier ministre a déclaré en début de semaine que c'était un outil d'adaptation des compétences attendues par les entreprises de tous les secteurs. Donc c'est un outil de relance de l'économie et pour ce faire, le ministère du Travail a élaboré une nouvelle instruction en date du 7 septembre 2021 qui est venue élargir à nouveau le spectre d'accès au dispositif de FNE formation et également est venu modifier, on va dire, les taux de prise en charge et les différentes modalités de prise en charge des coûts pédagogiques au titre du FNE formation. Donc vous voyez à l'écran les textes de référence qui font foi désormais. Ce sont l'instruction du 7 septembre 2021 et un question-réponse du ministère du Travail qui a été actualisé et en lien avec cette nouvelle instruction. La particularité de ces textes et de cette instruction du 7 septembre 2021, c'est sa date d'application, puisque les modalités du FNE formation ont été mises en place via cette instruction du 7 septembre 2021
Toutefois, ces modalités sont entrées en application de manière rétroactive au 1er juillet 2021. Quelles sont les entreprises éligibles au FNE Formation? Ce dispositif est toujours accessible pour les entreprises ayant placé des salariés en activité partielle ou ayant recours à l'activité partielle de longue durée. Ce dispositif est également accessible pour les entreprises en difficulté depuis janvier 2021. Et désormais, ce dispositif est également accessible pour les entreprises en mutation et ou en reprise d'activité. C'est bien ça, Rachid? Si tu peux nous apporter des éléments sur ce que recouvre désormais cette expression entreprise en mutation et ou en reprise d'activité, s'il te plaît? Alors, en fait, le cadre, il est assez simple. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, entre 2020 et maintenant, la clé d'entrée dans le FNE, c'était effectivement la situation de chômage partiel. Pour autant, les entreprises pouvaient être sorties du chômage partiel, mais pour rester malgré tout confrontées à des difficultés en termes d'organisation et développement de leur activité. Donc, ils font appel effectivement à deux nouvelles notions, celle de mutation et celle de reprise d'activité. Alors, celle de mutation, en fait, ils identifient effectivement trois formes de mutation. Ben, la première, elle va effectivement être facile à comprendre. C'est une mutation qui va être associée notamment à toutes les problématiques de transition écologique et énergétique. La deuxième, elle est complètement dans le fil de ce que vous vivez au quotidien, c'est bien évidemment tout ce qui est autour du numérique et on va avoir aussi bien sûr tous les facteurs de digitalisation. Et à côté de ces logiques de mutation, ils mettent en avant également des logiques de reprise d'activité. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'on peut imaginer qu'une entreprise qui, d'une manière ou d'une autre, serait en développement d'activité parce qu'elle a besoin de relancer son activité, pourrait, sans être obligatoirement confrontée à ces questions de mutation énergétique ou numérique, elle pourrait avoir besoin effectivement d'un soutien. Donc l'idée, elle est simple. Le premier volet du FNE 2021, pour dire très clairement les choses, était extrêmement restrictif parce qu'on voit bien que les notions de chômage partiel et de difficulté écartaient bon nombre d'entreprises des aides. Là, il réouvre effectivement le champ du possible en offrant la possibilité aux entreprises, et notamment à celles de la branche des services automobiles, de pouvoir rendre éligible, on y reviendra, une bonne partie effectivement des formations qu'elles peuvent engager dans le cadre de parcours. Voilà, donc on est vraiment sur des sujets qui sont des sujets d'actualité au travers, je le disais, donc de l'énergétique et du numérique, et avec effectivement un spectre assez large, notamment dans ce qui peut être entendu et admis. Merci Rachid pour ces précisions. Concrètement, comment ces entreprises, notamment les entreprises en mutation ou en reprise d'activité, doivent-elles justifier de leur situation auprès de l'OPCO Mobilité pour pouvoir accéder au dispositif? Alors, il n'y a pas de justification à apporter en fait aujourd'hui. C'est le secteur professionnel qui va effectivement permettre d'identifier les difficultés effectivement que rencontre l'entreprise. Et j'ai envie de dire, c'est surtout par le contexte dans lequel l'entreprise va inscrire sa demande qu'on identifiera notamment si elle est éligible ou pas par rapport à ça. Il est bien évident que dans la branche des services de l'automobile, tout ce qui sera notamment autour de la vente des véhicules électriques ou des véhicules hybrides se situera de fait dans effectivement ces mutations énergétiques. Le numérique, ça renvoie notamment à toutes les transformations en termes d'organisation de l'activité, mais il n'y a pas de justification. Aujourd'hui, on est sur du déclaratif et c'est, je le disais bien, et là j'appelle votre attention notamment sur les échanges que vous aurez avec mes équipes au sein de l'OPCO, c'est réellement dans les argumentaires que vous mettrez en avant, dans la contextualisation de votre demande, qu'on identifiera le fait que vous êtes une entreprise, entre guillemets, en mutation, dans une logique énergétique ou effectivement numérique. Merci Rachid pour ces précisions. Donc, il est important de noter qu'il n'y a pas de justificatif à apporter pour ces entreprises et tout se fera au moment de la contextualisation de la demande auprès des services des délégations régionales de l'optomobilité. Alors, merci. Il y a des questions qui sont posées en même temps, je ne sais pas si tu les vois ou pas. Mais donc, je vais essayer de les voir. On nous demande, mais je peux répondre à celle-là, on nous demande si la société est en chômage partiel, global, un salarié qui n'est pas en chômage peut-il demander une formation dans le cadre du FNE? Mais peut-être que c'est le point que tu voulais aborder d'ailleurs. Oui, pas grave. Voilà. Mais vas-y, je t'en prie.
On va, On va on va donner y la venir, on réponse va tout de répondre suite. à cette question au cours de nos développements. Merci Rachid. Concernant effectivement les salariés éligibles au FNE formation, c'est bien l'ensemble des salariés en activité partielle de longue durée ou hors activité partielle qui sont éligibles au dispositif de FNE formation. Il n'y a pas d'évolution apportée par la nouvelle instruction du 7 septembre 2021 sur ce point. Il n'y a pas non plus de conditions relatives au niveau de diplôme. Il n'y a pas de conditions liées à la catégorie socioprofessionnelle. Les seules exclusions qui demeurent, ce sont les salariés en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation qui sont exclus des dispositifs FNE formation et les salariés également appelés à quitter l'entreprise dans le cadre d'un PSE ou d'une rupture conventionnelle collective. Donc, pour répondre concrètement à votre question, Monsieur Pat, la société qui est en activité partielle de longue durée avec du chômage partiel global et un salarié qui n'est pas en chômage partiel peut demander une formation dans le cadre du FNE formation. Rachid, tu confirmes? Oui, tout à fait. En fait, aujourd'hui, on n'a pas changé de ce point de vue-là par rapport à ce qui était déjà les dispositions en vigueur en titre de 2021. L'activité, lorsque l'entreprise est en chômage partiel, peu importe effectivement la situation du salarié. Mais bon, maintenant, c'est vrai que ces notions-là ont été remises de côté puisque, en fait, la clé d'entrée n'est plus obligatoirement la situation de chômage partiel. Tout à fait. Monsieur Pat nous demande, Rachid, pourquoi l'OPCO nous demande d'attester que le salarié est en chômage partiel dans ce cas lors de notre demande? Non, 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 on ne vous le demande pas. On ne vous le demande pas dans le nouveau formulaire qui a été mis en ligne depuis hier. Cette demande n'existe plus en tant que telle. Et si effectivement le salarié est en situation... Alors attendez, tout dépend de ce dont on parle. Si vous êtes effectivement dans le cas d'une entreprise en situation de chômage partiel, vous pouvez effectivement attester que le salarié est en chômage partiel, mais ce n'est pas une condition d'entrée dans le dispositif. Et si vous êtes effectivement dans le cadre d'une mutation, ce qu'on évoquait tout à l'heure, la notion de chômage partiel, elle est complètement écartée. Donc non, non, on ne vous le demande pas. En tout cas, pas dans le formulaire. Ou alors, il sait qu'il y a une ambiguïté dans le formulaire et il faut qu'on la lève. Monsieur Pat, ce que je vous propose, c'est que si vous aviez une difficulté, vous nous la fassiez remonter via mes services que je ferai et que je transmettrai par la suite à Rachid Hanifi. Oui, ou alors directement, vous vous adressez, je ne sais pas dans quelle délégation territoriale, vous appelez votre conseiller en délégation et vous re-regarderez le formulaire avec lui et vous le remplirez avec lui, hein. Vous êtes dans quelle région, monsieur Pat? Je me permets de couper le micro. Donc bonjour Nicolas Pat, donc pour Hertz. Ah, d'accord. Voilà, pour Hertz. Pour clarifier mon propos, aujourd'hui, quand on envoie un dossier de demande, parmi les documents que nous devons envoyer, on a une attestation où on nous demande de certifier que le salarié est en chômage partiel. Alors, Non, non, peut-être que pas le salarié. Non, 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 non. L'entreprise est en situation de chômage partiel. Pas le salarié. Puisque depuis j'ai la bien le circulaire document sous les yeux. 2021, on a bien des salariés qui ne sont pas en chômage partiel. Bon, bah alors écoutez, j'ai bien le document sous les yeux. Ce que je vais faire, je ne vais pas monopoliser la parole. Je vous remercie en tout cas pour les réponses. Je vais contacter ma conseillère et mon contact à l'OPCO et je vais régler ça avec elle. Mais en tout cas, merci de cet éclairage. Ça va nous faire avancer beaucoup. Merci. Merci Monsieur Pat. Pour être précis concernant les salariés placés en activité partielle ou en APLD, je vous rappelle que lorsque la formation se déroule sur le temps d'inactivité du salarié, l'entreprise doit recueillir expressément l'accord explicite du salarié. C'est très important de bien avoir cette règle en tête. Concernant le FNE formation, je vous rappelle également qu'il y a des contreparties à la charge de l'employeur, à savoir le maintien dans l'emploi du salarié pendant toute la durée de la formation, notamment dans le cadre d'une entreprise en activité partielle ou en APLD, même lorsqu'elle excède la période d'activité partielle ou d'activité partielle de longue durée. Et il en est de même dans le cadre des entreprises en mutation ou en reprise d'activité. Alors, sur les actions de formation éligibles, la nouvelle instruction du 7 septembre 2021 est venue apporter quelques évolutions également en la matière.
sont toujours éligibles au dispositif FNE Formation, les bilans de compétences, la VAE, les formations qui permettent de développer l'employabilité et de développer les compétences de vos salariés, notamment via des certifications de qualification professionnelle, des CQP, des titres à finalité professionnelle inscrits au RNCP notamment. Et nouveauté, c'est la possibilité de former pour l'adaptation au poste de travail. Cette évolution est à noter puisque auparavant, il n'était pas possible de former pour l'adaptation au poste de travail. En revanche, on va y revenir, hein, Rachid, sur ce point précis. En revanche, sont toujours exclus les formations via l'alternance, comme je vous le disais, et les formations relevant de l'obligation générale de sécurité de l'employeur. Ces deux types de formations restent à ce stade exclus. Je vous rappelle, et Rachid Hanifi l'a déjà fait tout à l'heure, on vous rappelle ici l'importance de la contextualisation de la demande, de votre demande auprès des directions régionales de locomobilité. C'est en contextualisant votre demande notamment sur l'action de formation visée, que Locomobilité pourra répondre soit favorablement, soit défavorablement à votre demande. Concernant les formations d'adaptation au poste de travail, Rachid, est-ce que tu peux nous apporter quelques précisions sur ce point? Alors, les formations d'adaptation au poste de travail, entendons-nous bien. Ce qui avait été écarté dans un premier temps, c'était les formations qui étaient liées à des habilitations ou qui étaient notamment des formations obligatoires. Lionel disait tout à l'heure que les formations générales à la sécurité demeurent exclues. C'est un fait. Pour autant, les formations générales à la sécurité doivent être distinguées des formations d'adaptation, notamment au poste de travail et notamment celles qui peuvent être associées à des habilitations. Donc aujourd'hui, on élargit le champ pour réouvrir notamment la possibilité de rendre éligible au titre effectivement du FNE des formations qui peuvent, entre guillemets, être considérées comme associées à des habilitations obligatoires. Mais pour autant, vous verrez que pour que ces formations restent éligibles, et je pense que Lionel, tu vas y revenir, on va nous demander de les mettre dans des parcours en tant que tels. C'est-à-dire que là-dessus, il y a eu effectivement une volonté claire et confirmée et réitérée de la part effectivement du ministère du Travail. Ils refusent ce qu'ils appellent entre guillemets les petites formations. Et autant ils admettent qu'il y ait la possibilité d'avoir des formations d'adaptation au poste de travail, mais il faut que celles-ci s'inscrivent dans quelque chose d'un peu plus large, d'un peu plus général, qui sera effectivement un parcours en tant que tel. Mais je pense que c'est le point que vous voulez aborder, Lionel. Tout à fait. En fait, désormais, il n'y a plus d'actions de formation isolées. Ces actions de formation doivent s'inscrire dans un parcours. Le ministère du Travail a identifié 4 parcours différents. Un parcours de reconversion, un parcours certifiant, un parcours dit Covid-19, compétences spécifiques liées au Covid-19, et un parcours d'anticipation des mutations. Donc vous voyez à l'écran, de toute façon, n'ayez crainte, vous recevrez le support de présentation à l'issue de la réunion. Donc vous voyez à l'écran les 4 parcours différents, et donc toute action de formation prise isolément et en dehors de tout parcours n'est pas éligible au dispositif FNE Formation désormais. Tout à fait. Tout à fait. Alors après, la notion de parcours, voilà. Clair, hein. Voilà. Le parcours de formation, donc la notion de parcours, elle n'est pas définie juridiquement, mais ce qu'on entend par parcours, c'est un cheminement étape par étape. Donc il y a à la fois le positionnement pédagogique, la séquence de formation en tant que telle, puis l'évaluation, puis l'accompagnement. Donc vous voyez bien qu'il y a une sorte de chemin à parcourir pour entrer dans le cadre du dispositif de FNE Formation. Alors, je vous rappelle ici que le parcours de formation ne peut pas durer plus de 12 mois. Donc, c'est une notion importante à avoir en tête. À l'inverse, à ce stade, le ministère du Travail n'a pas fixé de seuil minimum pour le parcours de formation. Donc, ça peut être intéressant sur ce point. Le point également que vous devez bien noter, c'est que le parcours de formation à ce stade doit débuter avant le 31 décembre 2021. Rachid, tu me confirmes bien cela ? Oui, alors ça, c'est effectivement la condition peut-être la plus draconienne dans ce dispositif-là, c'est notamment celle du calendrier. C'est-à-dire, comme on est sur des logiques de budgétisation et d'annualisation avec des conventions à la clé, quelle que soit la qualité du parcours, quelle que soit sa pertinence, et même si toutes les conditions sont remplies, si la formation ne débute pas avant le 31 décembre 2021, même si elle est programmée, même si toutes les autorisations nous sont faites
dans les 8 jours qui viennent, elle ne pourra être prise en charge si elle débute au-delà effectivement de cette date du 31 décembre. Et on vous rappelle également que pour une entreprise en activité partielle ou une activité partielle de longue durée, les parcours de formation doivent démarrer impérativement pendant la période d'autorisation. À ce titre, Rachid, j'ai une petite question à te poser. Pour une entreprise qui serait en activité partielle, mais dont la reprise serait faite de manière anticipée, la poursuite du parcours reste-t-elle prise en charge au titre du FNE formation? Par exemple, j'ai une entreprise en activité partielle jusqu'au 30 novembre et j'ai une formation qui se déroule du 27 novembre au 6 décembre. Est-ce que ma formation est prise en charge au titre du dispositif FNE formation? Bon, dans le cas d'espèce, c'est assez facile, puisque bien évidemment, oui, du 27 novembre au 6 décembre, ça passera. Pour autant, on a eu effectivement quelques dossiers qui ont été un petit peu compliqués à gérer, avec notamment des demandes qui ont pu être faites, notamment concernant des formations qui étaient séquencées dans le temps. Et pour lequel, effectivement, au début de la formation, les salariés et l'entreprise sont en situation de chômage partiel, et en fait, ils en sortent en cours d'année. Il est bien évident que la logique est celle de permettre de finir une chose qui a été commencée, mais sans qu'on soit effectivement dans les limites de ce que l'administration appellerait l'abus de droit, et qui amènerait par exemple à avoir des formations qui débutent en novembre, mais qui se terminent effectivement et dont la plus grosse partie sont faites dans les 10 ou 11 mois qui viennent. On a eu le cas. Et là, très clairement, l'administration estime qu'il peut y avoir un glissement entre le début et la fin de la formation, mais il faut qu'il y ait quand même une proportion assez serrée entre le début et la fin, effectivement, pour éviter des dérapages trop importants, et puis pour dire très clairement les choses, pour éviter des effets d'aubaine ou des montages qui pourraient être portés par certains. Et si mon parcours de formation devait finir le 6 janvier 2022, Rachid? Ça pose pas de problème. Alors, là, en l'occurrence, dès l'instant où la formation a commencé en 2021 et elle se poursuit dans des délais raisonnables, voilà. Et elle continue à s'exécuter, c'est la culture effectivement de l'engagement qui prévaudra et on gardera. Ce qu'il faut juste éviter, c'est que la formation engagée en fin d'année ne débute qu'en 2022. Ça, par contre, ça passerait. Alors, je vous rappelle que pour vous faciliter, les parcours de formation peuvent moduler différentes solutions pédagogiques, à la fois du distanciel, à la fois du présentiel, de l'action de formation en situation de travail. Donc, toutes ces actions, toutes ces modalités pédagogiques font partie des solutions adaptées pour le dispositif FNE formation. Oui, non, là-dessus, on n'a pas de sujet. Alors, le point névralgique, si je puis dire, du dispositif FNE Formation via l'instruction du 7 septembre 2020. Je voudrais revenir en arrière. Lionel, si tu le permets malgré tout, je voudrais revenir sur un point pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, parce que je vois bien aujourd'hui dans les échanges qu'on a avec les entreprises que la notion de parcours, elle peut par moments effrayer un petit peu et donner le sentiment qu'aujourd'hui, ce qui est attendu, ce sont des choses qui sont qualifiantes, certifiantes. Je pense que tu l'as dit, mais je voudrais me permettre de le répéter. Aujourd'hui, la notion de parcours, elle correspond effectivement à ce que tu as décrit, c'est-à-dire que les éléments qui vont être attendus sont effectivement des éléments qui permettent de caractériser un objectif, qui va au-delà effectivement simplement du simple entretien ou de l'adaptation des compétences. L'adaptation des compétences qu'on évoquait tout à l'heure, elle vaut, mais elle vaut si elle a un objectif qui est un peu plus large et si effectivement elle est associée, alors ça c'est très important, à un positionnement pédagogique. Alors le terme est pompeux, c'est juste de l'évaluation, hein. C'est une grille qu'on fait remplir aux stagiaires en entrée pour savoir globalement où il se situe et un dispositif d'évaluation par lequel effectivement on l'interroge comme on le fait communément. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'une bonne partie des formations qui sont des formations que vous avez généralement dans les catalogues de vos constructeurs ou des opérateurs avec lesquels vous êtes en lien, elles sont, pour peu qu'elles soient customisées et qu'elles soient présentées dans une logique de parcours, elles sont tout à fait éligibles en tant que telles. Je vais vous donner un exemple assez simple. Une formation liée à une habilitation électrique, pour peu notamment qu'elle soit associée à des éléments de contexte autour notamment de l'électrification ou des modes d'électrification, elle s'inscrira dans la logique du parcours. Et là encore, ça a été dit, le parcours, il peut mobiliser différentes modalités, mais il peut aussi effectivement se faire sous la forme de séquences, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de le faire dans un one-shot. Voilà. Donc j'insiste bien sur le fait qu'aujourd'hui, entre ce que vous avez connu du FNE en ce début d'année et ce qu'il est aujourd'hui,
il y a de très forts assouplissements, notamment, pour savoir effectivement ce qui peut être pris en compte ou pas. Mais en tout cas, n'hésitez pas là-dessus à vous rapprocher du conseiller pour faire le point effectivement avec lui et faire vraiment un état des lieux de ce qui peut être pris en compte. Merci Rachid pour ces précisions. Le point névralgique, comme je le disais tout à l'heure, via l'instruction du 7 septembre 2021, porte sur les nouvelles modalités de prise en charge des coûts pédagogiques par l'État. Alors, la prise en charge des coûts pédagogiques est désormais en fonction du régime d'aide choisi par l'entreprise éligible au dispositif FNE Formation. Donc, si vous êtes une entreprise éligible au dispositif FNE Formation et que vous avez deux choix, vous optez pour le régime de l'encadrement temporaire des mesures d'aide de l'État mis en place dans le cadre de la crise sanitaire, ou vous optez pour le régime général d'exemption par catégorie RGEC s'il est plus favorable. Et en fonction de ce régime, les modalités de prise en charge peuvent varier. Je vous rappelle simplement que pour le régime de l'encadrement temporaire des mesures d'aide de l'État, les entreprises qui étaient en difficulté au 31 décembre 2019 sont exclues de ce dispositif et que les entreprises peuvent bénéficier d'une aide maximale au titre de ce dispositif à hauteur maximale d'1,8 million €. Ce qui signifie donc que si vous avez perçu des aides dans le cadre de ce régime et que vous souhaitez mobiliser le dispositif FNE Formation, ce ne sera possible que si vous n'avez pas atteint le plafond maximal. Pour savoir si les aides que vous auriez perçues au cours de ces dernières semaines, de ces derniers mois, entrent dans le calcul de ce plafond maximum, je vous invite à prendre connaissance du question-réponse du ministère du Travail qui répertorie toutes les aides qui rentrent dans l'assiette de ce plafond et toutes les aides qui sont exclues de ce plafond. Et ça vous permettra de savoir à la fin si vous pouvez bénéficier du dispositif de l'aide d'une prise en charge par l'État au titre des coûts pédagogiques pour le dispositif FNE Formation ou si vous en êtes exclu. Concernant donc l'option régime d'encadrement temporaire des mesures d'aide de l'État, vous constaterez comme moi que le taux de prise en charge est dégressif selon la taille de l'entreprise et selon la situation de l'entreprise. À titre d'illustration, si vous êtes une entreprise soumise à l'activité partielle de longue durée et que vous êtes un effectif de 300 à 1000 salariés, votre taux de prise en charge sera à 80%. Autre situation, si vous êtes une entreprise en mutation ou reprise d'activité et que vous êtes un effectif de plus de 1000 salariés, là, le taux de prise en charge est à 40% au titre par l'État. Alors, cette option exclut les cofinancements publics, à l'exception cependant d'une partie de la rémunération seulement pour les entreprises de moins de 50 salariés via le plan de développement des compétences. Donc ça, c'est un point aussi important à avoir en tête. Concernant le dispositif du régime général d'exemption par catégorie, s'il est plus favorable, j'insiste, le taux de prise en charge, lui, est variable selon la taille de l'entreprise et le chiffre d'affaires ou le total du bilan annuel. Alors, vous verrez dans le document de présentation qu'en fonction de votre taille d'entreprise et en fonction du bilan annuel ou de votre chiffre d'affaires, le taux d'intensité ou le taux de prise en charge varie. À titre d'illustration, si vous êtes une entreprise de moins de 50 personnes et dont le chiffre annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions d'euros, le taux de prise en charge par l'État, c'est 70% des coûts pédagogiques. Donc là également, il y a une variation du taux de prise en charge en fonction de la taille de l'entreprise et également avec un critère économique. Alors, dans le cadre de cette option pour le régime général d'exemption par catégorie, je vous précise que les rémunérations peuvent être prises en compte pour les projets relevant du périmètre RGEC sur une base horaire forfaitaire de 11 €. L'aide FNE, en revanche, ne peut pas excéder 2 millions d'euros par projet de formation dans ce cadre-là.
Alors, concernant les modalités de prise en charge, Alors, on peut revenir 2 secondes quand apporter même sur quelques les précisions. diapos. Pour vous, celle que tu viens d'évoquer, je voudrais juste quand même refaire un point sur les deux régimes pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, parce que c'est vrai qu'on est sur quelque chose quand même qui est assez complexe et qui, quelquefois, effectivement, du point de vue des entreprises, et je comprends tout à fait, peut paraître assez abscon. Je vais schématiser les choses de manière assez simple, si tu le permets. Bon, je pense qu'il y a effectivement le cas des entreprises. Alors, un détail important, quand on évoque notamment la règle que soulignait Lionel, c'est-à-dire celle du fait de savoir si l'entreprise a déjà bénéficié d'aide à concurrence d'un montant d'1,8 million. Attention, le question-réponse qui est produit vous précise que ça s'apprécie à l'échelle de l'entreprise, mais aussi du groupe d'entreprise, si l'entreprise est membre d'un groupe. Alors, c'est vrai qu'1,8 million, c'est pas grand-chose. C'est quoi, c'est pas grand-chose? C'est énorme à l'échelle d'une entreprise. À l'échelle d'un groupe qui peut avoir plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de salariés, c'est très très différent. Donc ça, c'est un premier point important. Le deuxième point sur lequel je voulais revenir, et ce que moi je vous dis, c'est ce que disaient aujourd'hui nos conseillers aux entreprises. En fait, il y a deux approches. Si vous êtes effectivement dans ce que moi j'appelle le régime standard, qui est, contre toute attente, le régime dit temporaire, c'est celui qui va quand même vous permettre, pour des entreprises de la branche des services de l'automobile, vu la taille des entreprises, c'est celui qui sera le plus facile et le plus opérationnel, parce qu'il vous permettra notamment d'obtenir, pour notamment les entreprises en mutation, quasiment, pas quasiment d'ailleurs, 100% de votre prise en charge sur effectivement les coûts pédagogiques. C'est assez simple, c'est assez opérationnel. Alors c'est vrai que ça ne couvre pas les salaires, j'y reviendrai, mais en tout cas sur le plan effectivement du coût pédagogique, ça vous couvrira effectivement une bonne partie, pour ne pas dire la quasi-totalité de vos coûts pédagogiques. Et en fait, les seules entreprises qui seront écartées de cette prise en charge totale, c'est les plus de 300 et plus particulièrement les plus de 1000. Donc ça, c'est vraiment, à mon sens, pour les entreprises de la branche des services de l'automobile, et pour dire clairement les choses, et aussi la raison pour laquelle on se réunit aujourd'hui, parce que je pense qu'une bonne partie des formations que vous allez nous présenter correspondent à la situation d'entreprise en mutation par rapport à des transitions énergétiques ou numériques. Je pense que vous avez de grandes chances de vous situer dans la première catégorie, effectivement des moins de 300. Et là, c'est vrai que c'est certainement la solution la plus avantageuse. En revanche, si on est sur la deuxième, celle effectivement dite du régime général, qui est la deuxième diapo que tu évoquais, Lionel. Alors, bon, là, il y a aussi bien sûr la question, voilà. Celle-là, elle présente un avantage, c'est qu'elle vous permet de prendre du coût pédagogique et de la rémunération. Mais, et là, je ne fais que répéter ce que disait Lionel, vous allez pouvoir prendre effectivement en charge des coûts pédagogiques, mais ça peut se faire effectivement en fonction de la taille de l'entreprise. Mais par contre, les rémunérations, vous ne les prendrez pas à concurrence de 11 € de l'heure. C'est 11 € de l'heure auquel vous aurez appliqué le taux d'intensité, c'est-à-dire, ça sera dans les cas, la diapo précédente, c'est-à-dire 40%, ou 50 ou 60%. Donc c'est vrai que vous ne prendrez pas la totalité du coût pédagogique. Je pense qu'une bonne partie des entreprises vont se situer effectivement dans la deuxième tranche, la tranche moyenne. Et là, du coup, vous aurez certes 60% du coût pédagogique, vous aurez la possibilité de prendre des salaires, mais ça sera 60% de 11 €. Donc c'est vrai qu'effectivement, il y a un jeu économique à faire et il y a une simulation. Là aussi, pareil, les conseillers, quand ils feront le point avec vous, notamment pour voir globalement si la formation que vous proposez est éligible ou pas, il faudra que vous regardiez avec lui parce que c'est vous qui ferez le choix d'être en temporaire ou en régime général. Et la variable d'ajustement, ça sera les salaires ou pas les salaires. Je le fais de manière très schématique, mais c'est vraiment comme ça que moi aujourd'hui je le livre à mes conseillers, c'est je leur dis soit l'entreprise veut mettre des salaires et à ce moment-là ça vaut le coup de regarder le régime général, soit l'entreprise est principalement préoccupée par le coût pédagogique et à ce moment-là il faut aller vers le régime dit temporaire qui est bien plus avantageux en termes de prise en charge. Voilà, je schématise un peu les choses, mais je pense que c'est aussi effectivement dans cette logique-là qu'il faut que vous fassiez vos calculs. Merci Rachid pour ces précisions. Moi, j'avais une question à te poser, Rachid. Dans la période qui s'est écoulée, l'Opcomobilité finançait le reste à charge pour les plus de 300 salariés dans le cadre des coûts pédagogiques. Est-ce que l'Opcomobilité financera le reste à charge au bénéfice des entreprises de plus de 300 salariés dans le cadre du régime d'encadrement temporaire? Alors, tu as utilisé le futur, je vais utiliser le présent. Je dis qu'à l'instant T, on le finance parce qu'on a une enveloppe de 1 million d'euros
Donc 1 million d'euros, c'est une paille, hein. Donc c'est vrai que ça va aller très très vite. Et je pense que là-dessus, pour ceux qui ne seront pas à 100% pour les coûts pédagogiques, bah, il y a la possibilité, tant que l'enveloppe est encore là, peut-être effectivement d'en bénéficier. Mais elle va fondre comme neige au soleil. Elle va fondre comme neige au soleil parce qu'aujourd'hui, les demandes commencent à arriver. Et effectivement, autant on a une enveloppe de 30 millions d'euros pour le financement de la formation, dans sa globalité, autant pour le reste à charge, on avait 3 millions, 2 ont déjà été consommés, il n'en reste plus qu'un. Et ça, l'enveloppe, elle est allouée pour les deux régimes. Soit Elle est pour... allouée pour la totalité des régimes. D'accord. Donc, si on a un conseil à vous donner, c'est dépêchez-vous. De toute façon, par principe, oui, parce que si vous voulez que la formation soit engagée et débute avant le 31 décembre, connaissant les organismes de formation, mieux vaut effectivement. Voilà. Alors, là-dessus, je vais revenir sur ce qu'a dit Lionel, très très important. Et je pense que c'est pas, ça ne vous a pas échappé, notre dispositif, il est rétroactif, hein. On ne démarre pas le 7 septembre, on démarre le 1er juillet. C'est-à-dire que nous, on n'a aucun état d'âme à prendre des dossiers sur des formations qui sont déjà effectuées, pour peu qu'elles aient été débutées à partir du 1er juillet. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, ça. Mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous Oui, mais interpeller. justement, comme le temps s'écoule et que nous avons balayé, si je puis dire, l'ensemble des nouvelles modalités du FNE Formation par rapport à l'instruction du 7 septembre, on voulait savoir si vous aviez des questions sur ce dispositif, des observations ou des difficultés même pour monter les dossiers. N'hésitez pas à prendre la parole, hein. Bah, écoutez, Tout va bien. c'est on a essayé d'être le plus clair possible en en un temps assez court. On vous rappelle avec Rachid, évidemment, les formations spécifiques métiers automobiles sont-elles éligibles au dispositif FNE Formation, Rachid? Alors, c'est quoi les formations spécifiques métiers automobiles? Parce que pour moi, dans l'absolu, je vous répondrai oui. Là, on prend tout, des formations qui viennent du constructeur, des formations qui peuvent venir effectivement d'un opérateur, des formations ADAS. Oui, parce que les formations ADAS, dès l'instant où elles s'inscrivent dans un parcours, on va considérer qu'on est effectivement dans le cadre des transitions et de la digitalisation des métiers. Oui, bien sûr, pas de souci. Mais je répète bien, il faut qu'elles s'inscrivent dans quelque chose qui soit un peu plus large que la simple formation sèche. Pouvez-vous parler des formations de reconversion? Bah, les formations de reconversion, c'est les formations par lesquelles vous allez amener effectivement une catégorie de salariés à évoluer à l'intérieur de l'entreprise, dans son métier ou même dans d'autres métiers de l'entreprise. La reconversion, c'est pas de la transition, c'est pas des transitions, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire de sortir de l'entreprise, bien au contraire. Si vous engagez un parcours de reconversion, c'est que vous partez effectivement d'un salarié de l'entreprise et que vous allez l'amener soit dans sa famille de métier à évoluer. Hein, il va passer un parcours, il va s'engager dans un parcours qui va l'amener sur une qualification professionnelle différente, ou alors il change de métier complètement. Il était sur de la comptabilité, il va aller effectivement sur de la prévente. Je caricature. C'est ça les reconversions en tant que telles. Elles ne sont pas qualifiées juridiquement, elles ne sont pas, et bien évidemment, pas du tout même à l'intérieur, liées à un départ de l'entreprise. C'est vraiment une trajectoire personnelle. Les organismes de formation sont tenus de nous proposer une notion de parcours dans la réalisation de la formation. Oui, et ça, il faut les tanner parce qu'effectivement, ils doivent le faire. Moi, c'est ce que je fais depuis quelques jours maintenant, je vous le dis très clairement, avec certains organismes de formation proches de la branche des services de l'automobile ou même avec ceux des constructeurs. Hein, je le dis clairement en leur expliquant qu'il y a aujourd'hui des dispositions et qu'il faut qu'ils adaptent effectivement leur contenu et leur parcours à ces modalités-là de manière à ce que vous puissiez bénéficier de ces financements. Merci Rachid pour ces précisions. N'hésitez pas de toute façon à nous contacter via nos adresses mail et nos différents services et on répondra évidemment à toutes vos questions en matière de FNE formation. Il était important également de faire un point sur, oui, le support vous sera envoyé dans les meilleurs délais. On voulait faire un point également avec l'Opco Mobilité sur le plan de développement des compétences.
puisque vous savez comme nous qu'il a remplacé le plan de formation depuis le 1er janvier 2019 et qu'il vous permet d'adapter les compétences de vos salariés et de maintenir leur employabilité. Et que concernant le plafond de prise en charge, on vous rappelle que seules les entreprises de moins de 50 salariés bénéficient d'un plafond de prise en charge par l'Opcomobilité, hors frais annexes et hors coûts salariaux bien sûr, et dans la limite d'un montant déterminé en fonction de l'effectif de l'entreprise. Et je vais laisser la parole à Rachid pour qu'il nous présente, s'il veut bien, les nouveaux plafonds de prise en charge qui ont été fixés pour la branche des services de l'automobile. Alors, pour la branche des services de l'automobile, on a effectivement un dispositif et des plafonds de prise en charge pour les formations des salariés qui sont fonction aujourd'hui de la taille des entreprises. Ces plafonds, ils sont effectivement segmentés en fonction des tailles d'entreprise et par tranche. Donc, on a aujourd'hui un plafond de dépenses de 2 600 € pour celles de moins de 11 salariés, 3 100 pour celles de 11 à 20, 3 600 pour les 20 à 30, 4 100 pour les 30-40 et 4 650 pour les 40 à 50. Je rappelle qu'il n'y a dans l'utilisation de ce fonds, de ces fonds et de ce budget, aucune imposition concernant notamment la nature des actions de formation. Il faut que ce soit effectivement des actions de formation proposées par un organisme de formation qui est data-docké. Après, c'est à vous qu'il appartient effectivement de définir vos priorités. Vous pouvez faire de la mécanique, de la carrosserie, de la bureautique. C'est vraiment vous qui choisissez. Et l'appareil, sur le plan budgétaire identique, c'est effectivement en fonction effectivement du devis et de la facture qui nous est proposée que des prises en charge se font. Alors, j'en profite pour rappeler votre attention sur le fait que beaucoup d'entreprises n'ont pas utilisé ce budget et que ces budgets, s'ils ne sont pas utilisés et engagés avant le 31 décembre, ils sont perdus. C'est-à-dire que le budget de formation d'une entreprise de moins de 30 salariés, il est de 3 600 €. Si elle n'a pas présenté de demande de prise en charge, elle ne pourra pas le reporter sur l'exercice 2022. Donc vraiment, d'ici la fin de l'année, n'hésitez pas effectivement à nous interpeller, à nous envoyer des demandes de prise en charge. Dès l'instant où effectivement l'action est engagée, elle pourra se finir sur le début de l'exercice 2022, mais il faut impérativement qu'elle ait engagée avant. Merci Rachid pour ces précisions. Est-ce que vous avez des questions concernant le plan de développement des compétences? Je crois que c'est connu aujourd'hui. C'est connu, mais c'est peu mobilisé du coup. Pas suffisamment. Alors, c'est peu mobilisé parce qu'on vous a fait effectivement, entre guillemets, une petite faveur en cette fin d'année. En fait, les partenaires sociaux de l'OPCO ont décidé de mettre en œuvre des enveloppes prioritaires pour des publics dits prioritaires qui étaient en l'occurrence les femmes, les hommes et les femmes de plus de 45 ans, donc les seniors, et effectivement les premiers niveaux de qualification. Donc, à chaque fois que vous avez fait une demande de prise en charge et que vous étiez moins de 50 salariés, plutôt que d'aller prendre dans votre budget formation, comme on avait sous la main une enveloppe exceptionnelle de 5 millions d'euros, on a puisé dans ces enveloppes-là et on n'a pas entamé vos budgets. Donc c'est pour ça que vous avez peut-être eu une bonne surprise de voir que vos budgets n'étaient pas entamés alors que des formations avaient été faites pour ces publics-là. Mais pour autant, ce que je dis demeure, c'est-à-dire qu'il faut impérativement que vous les utilisiez avant la fin de l'année. J'en profite pour vous dire que les conseillers Lopcomobilité vont s'adresser à vous directement pour rappeler votre attention sur les budgets dont vous disposez et vous proposer notamment de les utiliser dans des conditions les meilleures et les plus rapides de manière à ce que vous ne les perdiez pas. Donc vous allez être sollicité certainement dans les semaines à venir pour qu'on regarde avec vous comment on peut utiliser ces budgets. Merci Rachid. Concernant les financements supplémentaires, notamment les publics prioritaires, Rachid, l'enveloppe est-elle toujours disponible ou pas? Il nous reste encore 3 millions d'euros. Donc, si jamais une entreprise était intéressée pour former une femme ou un senior ou un premier niveau de qualification, exactement, elle peut s'adresser à l'Opcomobilité pour. Elle doit. Elle doit, parce que comme ça, effectivement, ça lui permettra de le faire et sans avoir une prise en charge à la clé. Merci beaucoup. Est-ce que parmi vous, il y en a qui connaissaient l'existence de ces financements dits publics prioritaires? Écoutez, on est ravis en tout cas de vous avoir donné l'information. Voilà. Merci à vous.
Merci à vous, madame, de nous répondre, effectivement. Donc, voilà, merci beaucoup. Donc, Bon, mais toutes ces informations, vous les retrouverez dans le support de présentation. N'ayez crainte, et ça vous permettra d'en prendre connaissance et de vous adresser à l'Opcomobilité pour bénéficier de ces financements supplémentaires. Sans transition, si je puis dire, on voulait évoquer en dernière partie le dispositif PROA qui est amené ou qui a évolué via notamment l'instruction du 7 septembre 2021. Je vous rappelle ici que le dispositif PROA, c'est un dispositif de reconversion ou de promotion via l'alternance. Ce dispositif permet d'anticiper et d'accompagner les entreprises via notamment l'obtention d'une qualification reconnue pour les salariés. La spécificité de ce dispositif, c'est que ce dispositif devait être encadré par un accord de branche étendu. La branche des services de l'automobile s'est saisie de ce dispositif dès le 22 octobre 2019, mais n'a obtenu l'extension de son accord que le 30 juillet 2020, de sorte que la mobilisation effective de ce dispositif n'a été rendue possible qu'à compter du 1er août 2020. Pour savoir si les certifications éligibles le sont, il suffit juste de se référer à l'annexe de notre accord de branche qui mentionne les 113 certifications professionnelles qui ont été acceptées par la Direction générale du travail dans le cadre de son extension. L'ensemble des métiers que représente le CNPA, à l'exception des parcs de stationnement, ont leur certification éligible au dispositif PROA. Alors, concernant le dispositif PROA, la prise en charge des actions de formation est quelque peu dégressive en fonction de la durée totale de l'action de formation. Plus la durée de formation dure, moins la prise en charge est importante. On peut le dire comme ça, Rachid ? oui, c'est effectivement l'objectif, mais bon, tu vas certainement y venir. On a des conditions particulières. Donc ça, c'était les conditions, c'était le principe. Droit commun. C'est le droit commun, effectivement. Pour la branche. Pour la branche. Ensuite vient une exception. Donc la prise en charge est en principe plafonnée à 3 300 € hors taxe par formation. Puis vient une exception mise en place par la branche des services de l'automobile au cours de ces derniers mois, à savoir un reste à charge financé dans la limite de 4 200 €. À ce stade, uniquement pour les entreprises de moins de 250 salariés. C'est une décision des partenaires sociaux. Cet abondement a été rendu possible via la contribution conventionnelle des entreprises que les entreprises versent à l'Opcomobilité. À ça s'ajoute désormais un financement qui pourrait être plus important au regard de la nouvelle instruction du 7 septembre 2021. Rachid, je te vois faire la moue. Oui, non, au contraire. À hauteur de 9 000 €. Alors, moi, je vais vous dire, je donne rarement mon opinion, mais l'instruction du 7 septembre 2021, elle est relative au FNE formation. Et au point 11, c'est-à-dire à la dernière page de l'instruction, apparaît cette nouvelle règle, à savoir que les certifications éligibles à la PROA et au titre du plan de relance seront financées à hauteur de 9 000 €. Alors, l'instruction est assez lapidaire puisque elle nous indique seulement que les certifications éligibles à hauteur et financées à hauteur de 9 000 € seraient donc celles qui seraient prioritaires au titre du plan de relance, à savoir transition écologique, souveraineté économique, indépendance technologique, relance sociale territoriale. Et les certifications visées par les accords PROA seront financées dès lors qu'elles rentrent dans le cadre du plan de relance. Rachid, est-ce que l'Opcomobilité a pu obtenir des informations plus détaillées sur cette mesure? Oui, alors en fait, ce qui est en fait proposé aujourd'hui, c'est que pour toutes les PROA qui seraient engagées à compter du 1er janvier 2021, on peut organiser une prise en charge dans la limite d'un plafond de 9 000 €. Ce plafond de 9 000 €, on va l'utiliser pour financer par priorité le coût pédagogique. C'est-à-dire que si vous avez une formation qui coûte 7 000 €, eh ben, effectivement, on vous prend en charge 7 000 €. Sur les 2 000 € restants, on peut éventuellement vous prendre en charge
de la rémunération, puisqu'il s'agit de salariés, je vous le rappelle, dans la limite effectivement du forfait de 11 € qui est prévu pour l'instruction pour le FNE, et le cas échéant également des frais annexes, dans la limite bien sûr des budgets disponibles. Ça veut dire qu'on a schématiquement une enveloppe de 9 000 € qu'on peut mobiliser pour effectivement des formations. Après, il nous appartiendra, mais j'ai envie de dire, ça c'est notre travail à nous, de les organiser, ces PROA, en identifiant si c'est des PROA, transition écologique, transition, souveraineté économique, indépendance technologique, relance sociale ou territoriale. C'est du classement, là je vous dis, c'est à nous de le faire. Mais très clairement, ce qu'il faut surtout que vous regardiez, c'est si vous y a des PROA qui correspondent aux certifications retenues par la branche, si vous en avez fait depuis le début de l'année ou si vous envisagez d'en débuter avant la fin de l'année, il faut impérativement que vous vous adressiez à nous, parce que là, vous avez un dispositif qui vous permet pratiquement d'avoir la prise en charge totale du coût pédagogique, sans qu'on se pose la question du taux horaire. Si l'OF facture 7 000, on prendra 7 000, et en plus, on peut même prendre derrière des salaires et des frais annexes. Donc, je pense que si vous voulez faire de la proie, c'est le moment ou jamais. Madame Millet. Les programmes ne sont pas soumis à la limite du 31 décembre. Écoutez, je crois que si. Parce qu'on est dans le cadre effectivement du schéma FNE, donc il faut que ce soit entamé avant le 31 décembre par rapport à ça. J'ai vu passer une question de Mme Millet, mais je n'ai pas eu le temps de répondre. Voilà, bonjour. Bonjour, Mme Millet. Déjà, oui, je vous entends mal. Je vous entends mal, Mme Millet. Madame Millet nous demandait ce qu'on entendait par souveraineté économique. Oui, alors ça, c'est une catégorie qui est effectivement sortie effectivement de certains de nos technocrates. Oui, très bien. Je pense, pour répondre à votre question, Madame Millet, c'est que je pense que la souveraineté économique, c'était des critères qui renvoyaient, à mon avis, à des entreprises du secteur industriel. Je pense que ça ne nous concerne pas beaucoup. Je pense que pour ce qui concerne la branche des services de l'automobile, je vais vous le décoder. La liste PROA, on va la répartir en deux grandes familles. Les transitions écologiques, parce qu'on a toute une série de certifications qui renvoient à ça, et ce qu'on va appeler la relance sociale et territoriale, par exemple, toutes les problématiques d'emploi qu'on peut notamment offrir à des jeunes ou à des moins jeunes ou à des salariés sur effectivement des premiers niveaux de qualification, ou territoriales, parce que ce sont des entreprises qui interviennent effectivement sur un champ. Bon. L'État nous a de toute façon là-dessus, on a eu un échange, parce que pour nous c'était assez abscon, la logique de souveraineté économique, parce que c'est la souveraineté économique du pays dont on parle. Donc c'est sûr que si vous êtes un constructeur français, ça peut avoir du sens. La souveraineté économique, vue effectivement à l'échelle d'une branche des services de l'automobile, ça n'a pas de sens. Donc effectivement, nous, on va plutôt se situer dans les autres catégories, parce que c'est vraiment sur ces autres catégories-là qu'on peut situer. Et transition écologique. Mais j'ai envie de vous dire, à la limite, laissez-nous gérer ces aspects administratifs. Donnez-nous la certification et on vous dira dans quelle famille elle se situe. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup, Rachid. Merci beaucoup, Madame Millet, pour votre question. Avant de conclure, on voulait savoir si vous aviez des questions autour de ces trois dispositifs. Donc, vous voyez, l'actualité est mouvante, elle évolue au fil des mois. Les pouvoirs publics font preuve d'une grande imagination en la matière. On les en remercie, Rachid, n'est-ce pas? Bien sûr. Non, mais là très honnêtement, c'est Noël avant l'heure, parce qu'une bonne partie des formations qui sont proposées par des constructeurs ou par effectivement des opérateurs spécialisés de la branche, pour peu que ce soit plus ou moins adapté, on peut vous les prendre en charge à 100%. Sans limite de taux, sans limite de montant. Donc vraiment, au niveau du FNE, là, c'est pas Noël avant l'heure, mais on n'en est pas loin quand même. Écoutez, on va laisser se dérouler le mois d'octobre et le mois de novembre pour atteindre Noël. Avant de conclure, je tenais à remercier chaleureusement Rachid Hanifi pour sa participation, ses explications toujours très claires et toujours très pratiques. Merci à toi, Rachid. Je vous remercie tous pour votre écoute et pour votre participation active. Et on espère vous retrouver prochainement pour un prochain webinaire. Et je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir.